Mon nom est Claudine Parent, je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie à Québec, au Canada. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour venir vous présenter un programme d'intervention préventive que nous avons élaboré avec des cliniciens, parce que je dois vous dire que je suis plutôt chercheur que clinicienne, mais je travaille depuis le tout début de ma carrière avec toujours en collaboration avec des cliniciens. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le domaine de la prévention principalement auprès des couples de familles recomposées. Donc, je vous indique un peu le plan de l'atelier. Alors, d'abord, une définition de ce que, à partir de laquelle on est parti pour élaborer ce programme d'intervention, quelques statistiques, une mise en contexte de comment cette idée-là d'élaborer ce type de programme-là en ligne est arrivée. L'élaboration du programme comme tel, comment on a procédé, une brève description du programme et je suis vraiment contente parce que j'ai été capable de me brancher sur Internet et je vais pouvoir vous montrer le démo parce qu'il n'est pas encore tout à fait en ligne. En fait, probablement à la fin du mois ou au plus tard en septembre, il pourra être en ligne et être accessible pour toute personne qui serait intéressée à consulter le programme. Donc, une première définition, vous allez constater que la définition est vraiment très large parce que notre idée, c'était vraiment de pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes qui pourraient être intéressées à avoir de l'information sur la recomposition familiale et obtenir quelques enseignements d'habileté qui pourraient être utiles pour pouvoir mieux vivre les défis qui se présentent dans ce type de famille-là. Donc, c'est un groupe hétérogène dont la principale caractéristique est qu'au moins un conjoint a des enfants qui proviennent d'unions précédentes. Alors, comme vous le savez, c'est très hétérogène. Il peut y avoir un seul des conjoints qui a des enfants d'union précédente. Parfois, c'est les deux. Parfois, ils ont eu des enfants ensemble. Parfois, c'est une relation hétérosexuelle qui s'est séparée et il y a eu recomposition dans une famille homoparentale. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de diversité, mais on voulait, même si on sait qu'on ne répond pas à tout, on voulait quand même que ce soit très large comme proposition de programme. Alors, au Québec et au Canada, on dit qu'au Québec, il y a à peu près autour de 15% de familles recomposées au Québec, les familles recomposées qui ont des enfants de 25 ans et moins. Au Canada, les chiffres qu'on a, c'est autour de 12%, mais là, on est avec des enfants de 21 ans et moins. Alors, si on augmente jusqu'à 25 ans, on est dans des proportions à peu près semblables. Il faut dire que ces pourcentages-là ne tiennent pas compte des familles recomposées qui sont à temps partiel. Parce que la façon de compter par Statistique Canada fait en sorte que les familles recomposées qui sont comptées, ce sont celles où l'enfant demeure la majorité du temps dans la famille recomposée. Alors, toutes les familles recomposées où l'enfant visite, par exemple, son père ou sa mère une fin de semaine sur deux, n'est pas nécessairement compté dans ces statistiques-là. Donc, on peut penser qu'il y a vraiment beaucoup plus de recomposition familiale qu'on pourrait le croire si on regarde juste les statistiques. Avant de partir, j'ai regardé si en France, combien on peut estimer les familles recomposées. Et ce que j'ai pu repérer, c'est que c'est à peu près un enfant sur 10, donc on est dans des proportions un petit peu moindres, mais quand même des proportions qui s'approchent. Alors, une mise en contexte du projet.
Alors d'abord, il y a des études qui ont été réalisées au Québec et qui ont montré qu'il y a 1/5 des petits Canadiens qui sont nés entre 1983 et 1994 qui ont vécu la séparation de leurs parents avant l'âge de 10 ans. Donc ça arrive jeune dans la vie d'un enfant et je vous dirais que ça arrive de plus en plus jeune parce que les recherches qui continuent à se faire dans ce domaine-là montrent que l'âge où la première séparation est faite pour un enfant, ça arrive vraiment de plus en plus jeune dans sa vie. Et ce qu'on constate aussi, c'est que cette proportion-là est 3 fois plus élevée pour ceux qui sont nés en famille recomposée. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que les séparations se produisent généralement dans les premières années, donc les 5 premières années, où là, il y a une proportion de séparation qui est vraiment beaucoup plus élevée que dans une première famille. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que plus le temps passe, plus le taux de séparation chez ces familles-là a tendance à devenir le même que pour une première famille. Donc, on peut supposer que les difficultés ou les défis qui se présentent au début de la recomposition familiale sont particulièrement importants et puisque c'est là que les séparations se produisent. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand elles se produisent beaucoup plus tard, en général, les raisons pour lesquelles les parents ou les conjoints se séparent ne sont plus associées aux défis de la recomposition familiale comme telle. Donc ça, on savait ça. On sait donc, comme je vous disais, que la présence de conflits en début de recomposition est particulièrement a un impact sur la longévité voilà, de l'union. Ce qu'on sait aussi, c'est que les programmes d'éducation qui ont été évalués, principalement les programmes d'éducation qui ont été réalisés aux États-Unis, donnent généralement des résultats intéressants et qui aident effectivement à prévenir les nouvelles séparations. Par contre, on sait aussi qu'il y a relativement peu de personnes qui se présentent à ce type de programme-là. Pour l'avoir expérimenté moi-même dans ma thèse de doctorat, où j'ai adapté un programme d'intervention préventive pour des couples de familles recomposées, la difficulté de recruter des personnes qui acceptent de participer à ce type de programme-là est vraiment très, très difficile. Et aux États-Unis, on a évalué que c'était moins d'une personne sur 3 qui accédait ou avait accès, non pas seulement avait accès, mais acceptait de participer à ce type de programme-là. Ce qu'on sait aussi, quand on a fait des recherches aussi sur les raisons qui faisaient que les gens ne participaient pas à ce type de programme-là. Alors, ce qu'on a comme résultat, c'est que les gens vont dire, ben, c'était trop loin, la distance géographique était trop grande. C'était aussi toute l'organisation que ça demandait avec les enfants, principalement quand on est en famille recomposée. Hein. Les enfants, une semaine sur 2, que ce soit toujours le mercredi à telle heure, ça posait des problèmes. Les enfants ont des cours le soir. Alors c'était une des raisons qui était mentionnée. Puis on peut penser aussi que quand on n'a pas beaucoup de difficultés, on pense aussi qu'on va être capable de régler ça par nous-mêmes, puis d'aller dans ce type de programme-là, s'asseoir pour entendre des conférences ou peu importe, ça nous attire probablement moins. Par contre, ceux qui le font, sous une forme ou une autre de prévention, c'est-à-dire ça peut être de lire un livre sur le sujet, ça peut être de consulter un couple qui vit cette situation-là à notre travail et qui nous donne quelques conseils pour nous aider. Alors ceux qui font ça nous disent tous que c'est intéressant pour eux, qu'ils en ont retiré des avantages, qu'ils ont trouvé ça utile. Donc, puis, il y a des recherches aussi qui disent, ben, peut-être que ce serait à nous, chercheurs, à nous adapter aux gens plutôt que dire aux gens, ben, venez dans nos beaux programmes.
puis venez nous entendre, on va tout vous régler ça. Alors, c'est de là qu'est née l'idée, ben pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui serait plus en ligne, accessible aux gens de façon gratuite, autant qu'ils le souhaitent, à l'heure qu'ils le souhaitent aussi. Donc, c'est un peu de là qu'est venue cette idée-là. Peut-être que ça pourrait être une alternative intéressante pour les gens. On a regardé un peu, dans le domaine de la médecine surtout, qu'est-ce que les gens faisaient lorsqu'ils avaient un diagnostic quelconque, ou quand il y avait une inquiétude par rapport à leur santé. Souvent, ils vont aller sur Internet justement pour aller trouver de l'information, pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que ça aille mieux. Donc, on a supposé que dans le domaine plus social, ça pourrait être, encore une fois, une bonne alternative pour pouvoir offrir des outils à ces gens-là. On a regardé aussi s'il y en avait de ce type de programme-là. Alors, ce qu'on a trouvé, on a trouvé des programmes aux États-Unis qui avaient été élaborés justement pour les couples de familles recomposées. On s'est d'ailleurs inspiré de ces programmes-là. Certains d'entre eux ont été évalués et donnent vraiment des résultats très encourageants, montrant que c'est utile pour les gens qui vont chercher de l'information sur ces sites-là. À l'époque où on a commencé à travailler sur ce projet-là, on n'avait trouvé absolument rien en français. Et surtout au Canada, il y a bien sûr une majorité de francophones qui sont au Québec, mais on a de grandes distances au Québec, ce qui fait que la personne qui est dans le nord du Québec, par exemple, n'a pas nécessairement accès à des services qui pourraient compenser le fait qu'on n'a pas ce type d'information-là sur Internet. Il y a des poches aussi de francophones partout au Canada, dans plusieurs provinces, et eux aussi ne sont pas nécessairement bien nantis sur le plan des services en français. Donc, ça nous a motivés vraiment à regarder ça de façon vraiment plus intense. Alors, c'est un format de programme, bien sûr, qui comporte des inconvénients. Il faut avoir une connexion Internet, il faut avoir de la motivation aussi si on veut vraiment en profiter. Il faut avoir un ordinateur, bien souvent. Mais sur ces deux points-là, l'ordinateur et la connexion Internet, on a vérifié, et au Québec, on a 90% des gens, des ménages, qui ont un accès à Internet. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un ordinateur chez eux, mais par le biais de certaines bibliothèques, par exemple, ils peuvent avoir accès non seulement à la connexion, mais aussi à un ordinateur. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde qui pourrait profiter d'un tel programme. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça comporte aussi beaucoup d'avantages. Quand c'est gratuit, c'est à la maison, on fait ça quand on veut, on y revient autant qu'on veut. Ça peut convaincre aussi certaines personnes qui peuvent être réfractaires au type de programme qu'on propose jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des programmes en face à face, ou qui peuvent être... souvent les femmes ils vont nous dire « Ah oui, ça m'intéresse », mais souvent ils vont nous dire « Ah, je ne sais pas si mon mari va vouloir venir là. » Va vouloir étaler, c'est toujours l'idée, on va étaler notre vie devant des inconnus, devant tout le monde. Et pour certaines personnes, ça peut être un empêchement à participer à ce type de programme-là. Donc, le fait que ce soit sur Internet, ça peut être plus attirant pour ces personnes. Bon, une fois qu'on a tout mijoté de ça, puis qu'on dit « Ah, wow, oui, c'est une bonne idée, on va se lancer là-dedans », ben, par quoi on commence? Parce qu'on est des chercheurs, on est des cliniciens, mais pas nécessairement des experts de l'Internet. Surtout pas moi à mon âge, les plus jeunes sont vraiment meilleurs que nous. Alors, par quoi commencer? On a commencé par se constituer une équipe qui s'est graduellement enrichie de plusieurs personnes qui se sont ajoutées en cours de route. Le noyau de base, on était plusieurs chercheurs, soit experts dans la recomposition familiale, soit experts
la relation conjugale. On s'est associé dès le départ à des intervenants qui étaient sur le terrain et qui étaient, eux, qui avaient une pratique vraiment auprès des couples depuis plusieurs années. Il y avait des chercheurs dans la pratique privée, mais aussi beaucoup d'organismes communautaires qui étaient regroupés dans une fédération qui a un nom vraiment très long, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, qui a plusieurs associations partout au Québec. Alors eux, ils sont vraiment avec nous là, à la base du programme pour essayer de construire ensemble qu'est-ce qui pourrait être utile pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour la majorité des parents ou des couples qui vivent cette situation-là. Se sont ajoutés à cette équipe-là des gens qui pouvaient nous aider pour le côté technique informatique. Un conseiller pédagogique qui, lui, est toujours un spécialiste des cours en ligne. Alors, lui, il nous a vraiment aidé à transformer nos contenus pour que ce soit accessible en ligne. Et c'est une personne qui n'a pas 30 ans, je pense. Alors lui, il pensait tout le temps, ah, si je veux faire ça dans l'autobus, sur mon portable, il faut que ça ait tel format. Alors, il nous faisait vraiment penser à toutes sortes de choses que peut-être les gens de ma génération auraient moins pensé. En tout cas, au Québec. Vous êtes beaucoup plus sur vos portables qu'on peut l'être au Québec, et peut-être que vous y auriez pensé, mais pas moi. Et il fallait bien sûr trouver des fonds. Alors, vous voyez ici l'équipe au complet. Donc, du soutien financier de la part d'organismes fédéraux. Je fais partie d'un partenariat de recherche qui est composé autant de personnes de l'intervention que de chercheurs, personnes aussi beaucoup du milieu juridique, parce qu'au niveau des séparations, chez nous, on a des difficultés ou des problèmes particuliers chez les couples qui sont à haut conflit et qui sont constamment à la cour, en train de revendiquer la garde des enfants et se chicaner à ce propos-là. Donc, il y a le barreau qui est avec nous, le ministère de la Justice, le ministère de la Famille, beaucoup de gens qui sont associés à nous. Vous avez la fédération dont je vous ai parlé. L'Université Laval a été très impliquée aussi dans le projet en nous prêtant des gens qui étaient spécialistes de l'Internet. Et se sont ajoutés aussi des comédiens parce qu'on voulait avoir des vidéos d'apprentissage que les gens pourraient consulter sur le site. Et on a fait appel à des comédiens qui se sont ajoutés à l'équipe. On a constitué une équipe, mais par où commencer aussi pour savoir qu'est-ce qu'on voulait mettre dans ce programme. Alors, on s'est inspiré d'un article de chercheurs américains qui proposait une façon de faire pour élaborer de tels programmes. Alors, dans un premier temps, on a fait une recension des écrits sur les principaux défis, problèmes que les couples de familles recomposées devaient affronter principalement dans les premières années. On va y revenir sur ces défis. Dans un deuxième temps, on a regardé comment, en intervention, dans certains programmes, on proposait de travailler ces défis-là. Donc, on a étudié 27 programmes qui avaient été évalués et on a tiré de ces programmes ce qu'on a appelé les principes actifs ou qu'est-ce qui avait l'air à fonctionner pour éventuellement aider les gens à relever leurs défis. Puis est venue la conception pédagogique, c'est-à-dire comment, maintenant qu'on a nos contenus, qu'on sait qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre programme, comment maintenant on peut transposer ça dans un format web et avec quels outils on peut travailler pour que les gens puissent trouver ça utile, mais aussi on voulait un côté ludique aussi au programme pour que les gens restent dans le programme aussi, puis qu'ils aient envie de poursuivre.
puis vient l'implantation du programme, c'est là qu'on est rendu. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a des intervenants et des parents qui sont en train d'expérimenter le programme et qui, je devrais avoir des nouvelles de cette expérimentation-là dès la semaine prochaine. Je rencontre les intervenants dans un focus group. Alors, ça va être la dernière étape avant la mise en ligne, si on veut, officielle du programme. Donc, il y a probablement des petits ajustements qu'on va faire à ce moment-là. Et éventuellement, bien sûr, on va vouloir évaluer ce programme pour savoir s'il donne les résultats qu'on souhaite. Alors, les 2 premières étapes du programme ont été réalisées. Alors, ce qui a été identifié comme défis ou problèmes que ces couples-là vivaient, d'abord, les attentes envers la vie familiale, avoir des attentes réalistes par rapport à cette vie de famille, c'est un élément qui ressort beaucoup dans la littérature, notamment tu sais, quand les gens pensent que ça va aller très vite, que l'enfant va nous accepter très rapidement quand on est un beau-parent, que la relation va se créer rapidement, bien, parfois ça cause des déceptions énorme parce que ça ne va pas aussi vite qu'on le pensait. Et aussi, ça peut causer des problèmes à l'intérieur du couple parce que soit on pense qu'on n'est pas compétent dans notre façon d'approcher le jeune, soit on pense que notre conjoint ne nous aide pas suffisamment dans cette approche-là. Alors, ça peut causer des problèmes à ce niveau-là. Le partage des rôles parentaux, alors comment on partage ces rôles-là dans notre famille? Qu'est-ce que moi je veux faire comme parent? Qu'est-ce que moi comme beau-parent? Comment je veux m'investir dans cette famille-là auprès de l'enfant? Comment mon ex-conjoint, mon ex-conjointe s'investit? Alors c'est toutes des négociations qui entraînent aussi parfois des conflits. Surtout quand on parle de l'enfant de l'autre, hein, comment en parler de façon constructive sans que l'autre se sente jugé sur la façon dont il a eu d'élever ses enfants. Alors, c'est tous des éléments qui sont importants. La relation avec l'ex, ça revient fréquemment dans la littérature comme étant une relation qui peut amener des tensions dans le nouveau couple. La relation beau-parent-enfant, c'est aussi une relation clé. En fait, quand ça ne va pas bien dans cette relation-là, ça met une pression très, très grande sur le nouveau couple, ce couple qui, dans le fond, a des liens relativement fragiles par rapport aux liens qui existent entre les parents et les enfants. Et enfin, la qualité de la communication et les stratégies de gestion de problèmes. On a fait une recherche notamment, on a essayé de comparer des couples qui étaient séparés dans les 5 premières années aux couples qui, eux, poursuivaient leur route, si on veut. Et ce qu'on a constaté, c'est que les couples qui se séparaient souvent avaient un éventail assez restreint de stratégies de résolution de problèmes. Et souvent, c'était toujours les mêmes stratégies qui ne fonctionnaient pas, qui répétaient et qui, à un moment donné, faisaient en sorte qu'on se disait, ben, on n'est pas fait pour être ensemble. Donc, c'est des éléments qu'on voulait introduire dans le programme. Les principes actifs, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a 2 qui ressortent vraiment très clairement des études. Et pratiquement tous les programmes qui sont proposés pour ces couples-là contiennent ces éléments-là, soit des éléments d'information pour savoir, dans le fond, les gens, d'une certaine façon, ont besoin de savoir qu'est-ce qui est normal de vivre en début de recomposition. Et c'est ces éléments-là qui sont compris dans l'information. Et l'enseignement d'habileté de communication et de résolution de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de négociations en début de recomposition. Alors, quand on a de bonnes habiletés à ce niveau-là, bien sûr, ça facilite. C'est pas comme je dirais, c'est pas une baguette magique, c'est pas que ça, mais ça facilite certainement ces négociations. Il y a d'autres éléments à considérer, dont l'exercice de la parentalité et de la beau-parentalité. Donc, c'est un élément dans lequel, quand on regarde les études, c'est moins clair qu'il faut absolument travailler là-dessus.
Par contre, les auteurs mentionnent, ben, on n'a peut-être pas les bons outils pour aller vérifier si effectivement ça donne de bons résultats. Parce qu'il y a quand même peu d'outils qui sont faits, validés spécifiquement pour cette population-là. Donc, à la fois, ça nous intéressait de travailler là-dessus, mais aussi de faire attention aux outils qu'on allait utiliser pour travailler ces questions-là. Le but du programme, c'est cela, c'est vraiment de fournir une expérience éducative en ligne aux couples parents afin qu'ils puissent enrichir leur connaissance de la recomposition familiale, puis développer leurs habiletés de communication et de résolution de problèmes. C'est de rendre disponibles aussi les résultats de recherche les plus pertinents pour prévenir la détérioration de leurs relations conjugales et familiales. Par exemple, un des bailleurs de fonds a subventionné dans ce projet-là, notamment parce que pour ce bailleur de fonds, l'importance de faire du transfert de connaissances par rapport aux recherches qui sont réalisées dans ce domaine-là. Peut-être juste faire une petite parenthèse ici, on ne vise pas à ce que les gens restent en couple à tout prix. S'ils ont à se séparer, on pense qu'il peut y avoir des éléments là-dedans qui vont les aider à se séparer de manière à tenir compte des enfants dans le meilleur intérêt de ces jeunes-là. Alors voilà pour la parenthèse, c'est d'offrir un contenu vulgarisé, utile, accessible, en ligne pour les couples qui ont des enfants de différentes tranches d'âge, peu importe qu'ils demeurent à temps plein ou à temps partiel. Bien entendu, on ne pense pas répondre à tous les problèmes des couples, ni de leurs préoccupations, à toutes les questions. Bien sûr, on n'y arrivera jamais dans un programme de ce type-là, mais on vise quand même à répondre de façon générale à des questions qui sont souvent posées, disons, aux intervenants. Comment tout ça fonctionne? Ben, c'est un programme auto-administré, c'est interactif. Il y a donc des questionnaires, toutes sortes de choses. Je ne prendrai pas beaucoup de temps là-dessus, parce que je vais vous montrer. Sur la première page, on voit déjà les 4 modules qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. C'est les modules qui nous apparaissaient de base. Mais le site est construit de manière à ajouter au fur et à mesure des modules à ce programme. Donc, il y a un module communication, un module famille, un module couple, un module parentalité. Et éventuellement, j'attends le feedback là, des intervenants qui vont l'avoir expérimenté. Qu'est-ce qu'ils pensent qui serait le mieux d'ajouter à ces modules-là? Nous, on a une petite idée, par exemple, d'ajouter un module spécifiquement pour les adolescents qui pourraient avoir envie d'aller trouver de l'information sur ce qu'ils vivent eux-mêmes. Puis il y avait une des chercheurs du regroupement qui, elle, a beaucoup travaillé les questions d'argent en famille recomposée. Alors, comment on gère l'argent dans ce type de famille-là, ça pourrait être des éléments qu'on pourrait ajouter sur le site éventuellement. Alors voilà, au lieu de vous montrer ça, j'ai réussi à aller sur Internet tout à l'heure. J'espère que je vais pouvoir y retourner. Oui. Alors, le site ressemble à ça. On est actuellement sur la page d'accueil. Alors, vous avez quelques statistiques qui se promènent là. Attendez un petit peu. OK. Alors, vous avez quelques sections en haut. À propos, c'est vraiment pour nous présenter, pour savoir qui on est. Et aussi avec une mise en garde, que ce n'est pas un programme d'intervention, que si les gens, après avoir consulté ce site, trouvaient encore qu'il y avait vraiment des difficultés importantes, l'idée, c'était vraiment de pouvoir consulter par la suite. J'ai des documents ici, dont un qu'on est en train de montrer pour les intervenants qui travaillent déjà avec des couples en famille recomposée et qui voudraient utiliser le site
soit en soutien à leur intervention, soit pour donner des tâches à faire entre les rencontres. Ça pourrait être aussi comme une session de rappel si on a travaillé certains éléments qu'on voudrait que les gens puissent retourner pour se remémorer certains éléments. Alors ça, vous pouvez le consulter peut-être tout à l'heure. Et j'ai des petits cartons ici aussi. Quand ils seront en ligne, ben, vous avez l'adresse Internet, alors vous pouvez venir vous en chercher tout à l'heure. Alors, vous avez des ressources qui sont principalement des ressources de lecture qui peuvent consulter autant pour les enfants que pour les adultes. Vous avez une foire aux questions. Dans le cadre de nos travaux, on avait fait plusieurs petites vidéos qui répondaient à des questions du public. Et c'est des experts sur ces questions-là qui répondent. Alors, des petites vidéos qui peuvent être consultées dans la foire aux questions. Et bon, avec nos noms, tous les collaborateurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici, sur la page d'accueil, vous avez un premier questionnaire qui est là et les gens ne sont pas obligés d'aller remplir ce questionnaire-là, mais s'ils veulent avoir une idée, ben, ils sont où vraiment mes problèmes et par quel module je devrais commencer pour avoir vraiment réponse aux questions que je me pose actuellement. Alors, les gens peuvent aller remplir ce questionnaire qui comporte 4 échelles. Et dès qu'il a terminé de remplir une échelle, il y a quelque chose qui apparaît qui leur dit soit vous êtes dans vos forces dans cette échelle-là, soit on vous conseille de commencer à examiner tel module qui devrait pouvoir vous aider. Alors, je vous montre les modules. Alors, les modules sont tous faits de la même façon. Vous avez à gauche les éléments que vous retrouvez dans le module. Alors, puis vous avez ici une narratrice là, que les gens peuvent cliquer là-dessus pour savoir qu'est-ce que ce module-là comporte plus exactement. Je pense qu'on a le temps... Alors, je vous montre un module qui porte sur la communication. C'est une situation qui est rencontrée généralement dans les familles recomposées. Et il y a 3 façons qui sont actées par les acteurs, 3 façons de faire pour entrer en communication à propos de ce problème-là. Alors, je vous montre, je vous parle la vidéo, en espérant que vous allez entendre, je ne sais pas. Et la nuit est arrivée. La maison est déjà tout à l'envers. Je suis vraiment tannée. Tu pourrais pas m'aider un peu? C'est ta fille après tout? Oui, c'est ma fille. Puis je suis fier de ce qu'elle est. Ce qui est apparemment pas ton cas. T'es pas capable de voir ce qu'elle fait bien. Ça paraît que t'as pas d'enfant. C'est mal parti, n'est-ce pas? Remarquez comment les conjoints se répondent du tac au tac. Je t'accuse de, je me défends et t'accuse à mon tour. C'est un réflexe tout à fait naturel. Devant un danger, le réflexe est de fuir ou de se défendre. Il faut toutefois être conscient que ce comportement qui nous vient de nos ancêtres de la préhistoire n'aide pas à régler nos problèmes conjugaux ou familiaux d'aujourd'hui. Regardons ensemble une autre façon de faire pour la même situation. Et la nuit vient d'arriver. La maison est déjà tout à l'envers. Je suis vraiment tannée. Exagère. Elle fait son possible. Hier, elle t'a aidé à laver la vaisselle. J'en reviens pas. Tu vois rien, toi? À partir du moment où elle met le pied dans la maison, c'est le bordel. Pourquoi est-ce que tu ramasses? Laisse-la faire. Tu devrais lui parler.
J'ai essayé. Ça n'a rien donné. Pourquoi est-ce que tu le fais pas, toi? C'est toi le père? Oui, mais moi, ça me dérange pas. Ça fait 14 ans que je connais Mélanie. Elle s'est jamais ramassée. C'est peine perdue, crois-moi. Je pense qu'il faut que tu acceptes qu'elle est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il n'y a pas d'escalade de conflit comme dans la première situation, mais les conjoints ne se comprennent pas davantage. En minimisant le propos de Sarah, en lui disant qu'elle exagère, Eric fait ce qu'on appelle de l'invalidation. Invalider équivaut à ne pas reconnaître que le point de vue de l'autre peut avoir un sens pour lui. C'est très important de comprendre que ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui. C'est un peu comme dire « OK, si je me mets à ta place, je peux comprendre que c'est difficile, même si ma vision des choses est différente. » En invalidant les propos de Sarah, Eric ne l'encourage pas à préciser son message, ce qui pourrait l'aider à s'ouvrir sur ce qu'elle éprouve vraiment face au comportement de Mélanie. On peut imaginer que Sarah pense qu'elle est juste bonne à ramasser ou que personne ne se préoccupe de ce qu'elle vit. La réaction de Sarah est alors de blâmer Eric. En retour, Eric ne lui demande pas d'explications supplémentaires, mais lui propose plutôt des solutions rapides, en lui disant d'en parler elle-même à Mélanie. Sarah tente alors de lui demander de l'aide en lui rappelant qu'il est le père de celle-ci. Mais Eric n'accueille pas sa demande. Il continue de minimiser la difficulté de sa conjointe et lui propose une autre solution rapide. Accepter Mélanie comme elle est. Ses comportements n'encouragent pas Sarah à se confier à son conjoint et elle finit par se taire. Elle est probablement triste de constater que son conjoint ne comprend pas son malaise. Pensez-vous qu'en agissant de la sorte, les conjoints arriveront à régler le problème? En fait, il est fort probable que cette difficulté revienne sur le tapis très prochainement, parce que les conjoints n'ont pas encore réussi à comprendre le cœur du problème. Pour que Sarah puisse sentir qu'elle a une place dans la famille, elle doit participer avec son conjoint à l'établissement des règles de la maison. Les conjoints doivent aussi s'appuyer l'un sur l'autre dans l'application de ces règles pour sentir qu'ils font équipe pour faire face aux difficultés qui se présentent. La conversation qui vient d'avoir lieu entre les conjoints ne les conduit pas à ce résultat. Voyons comment ils pourraient s'y prendre. Mélanie vient d'arriver. La maison est déjà tout à l'envers. Je suis vraiment tannée. Quand je ramasse les traîneries de Mélanie, je me sens pas respectée. J'ai l'impression d'avoir le rôle de bonne dans la maison. Je comprends que ça ne doit pas être facile pour une personne aussi rangée que toi d'avoir à composer avec Mélanie, qui a toujours eu tendance à se laisser traîner. Mais je comprends pas pourquoi ça t'affecte autant. Je comprends pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que il y a des moments où je me sens vraiment toute seule. C'est important ce que tu dis. Écoute, qu'est-ce que tu dirais qu'on s'en parle ce soir devant un bon repas? Là, Mélanie va arriver, puis je voudrais pas qu'on soit interrompu. Identifions les éléments qui font que cette communication soit bien partie. Je vais abréger un peu, mais on voit que l'animatrice est toujours là pour essayer d'indiquer aux gens qui regardent la vidéo les points qui sont à observer pour savoir comment on peut aborder une situation et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Dans le même module, il y a aussi un questionnaire d'auto-évaluation de la communication. Pourquoi on met ça là? C'est que, on le mentionnait tout à l'heure, dans un couple, quand ça va mal, c'est sûr. Si l'autre changeait, ça irait vraiment bien. Ou si l'enfant n'était pas là, vraiment, ça serait le paradis chez nous. Et là, on veut essayer de remettre la personne dans ses propres comportements de communication, à savoir, qu'est-ce que moi je pourrais améliorer pour qu'on puisse mieux discuter ensemble de problèmes délicats. Alors, c'est dans ce sens-là que ce questionnaire est là. Quand ils ont fini
remplir le questionnaire, les points sur lesquels ils ont cliqué, ce qui revient, c'est des points rouges, des points jaunes, des points verts, qui montrent où sont leurs forces, mais aussi où sont les éléments qu'ils pourraient améliorer. Je veux vous montrer aussi d'autres éléments. Bon, dans le module famille, on a un questionnaire, cette fois-là, sur les mythes et croyances populaires. Alors, c'est aussi intéressant pour les gens de remplir ce questionnaire. Alors, la relation entre un beau-parent et un enfant se crée rapidement. C'est plutôt vrai ou plutôt faux? Faux. Alors, en indiquant la réponse, vous avez l'explication, comme quoi nous, on pense que c'est la bonne, que effectivement c'est faux et pour quelle raison. Alors, quand c'est la bonne réponse, ça s'affiche en vert. Quand c'est la mauvaise réponse, ça s'affiche en rouge. Je veux vous montrer un autre élément du site aussi, cette fois pour le couple. Alors, ici, c'est un petit jeu qu'on propose au couple, qui est un jeu de cartes qui est inspiré d'ailleurs, hier on a parlé de John Gottman, qui est vraiment quelqu'un de très connu dans l'intervention conjugale, et donc on s'est inspiré de certains éléments, de certains outils qu'il avait dans sa propre intervention. Alors ce qu'on demande aux gens, c'est de cliquer sur une carte et de répondre à la question qui a rapport à leur partenaire, dans l'idée de renforcer l'intimité entre les personnes. Alors, si on a une bonne réponse, bon, c'est au partenaire à dire « bon, ben moi, je pense que c'est telle autre chose », mais l'expérience que les intervenants ont avec ça, c'est qu'on ne s'en tient pas nécessairement juste à la réponse. On continue à discuter sur le sujet ou parfois même on déborde sur des sujets connexes. Alors, on peut avoir des questions intimes comme qu'est-ce qui excite sexuellement votre partenaire. Alors, c'est vraiment très, je dirais, joyeux. Tu sais, on fait ça bon, autour d'un verre de vin et moi je pense que c'est telle chose qui t'excite, alors on répond à ça, etc. Mais on peut avoir aussi des questions plus générales comme qu'est-ce qu'ils préfèrent comme type de vacances, aller à la mer ou aller à la montagne. On a des choses sur c'est quoi l'idéal de vie de votre partenaire, bon, etc. C'est toujours dans l'idée de renforcer la relation qui, comme je le disais tout à l'heure, est quand même une relation relativement fragile parce que c'est la relation qui a à se construire, ils sont en début de relation, ils ont beaucoup de choses à gérer. Alors de prendre le temps à deux, de se parler de qui on est, c'est des éléments qui peuvent être intéressants dans ce contexte. Enfin, la parentalité, on a des choses qui sont plus particulièrement pour les deux. Bon, partage de responsabilités parentales, mais on a des choses plus particulières pour le parent, pour le beau-parent. Et bon, je n'ai pas souligné, mais il y a toujours une activité de réflexion qui suit chacun des modules. Et enfin, une petite évaluation. Du côté du parent, on va axer sur la relation, par exemple, avec l'ex-conjoint. Alors là encore, on a un petit questionnaire. Alors, je crois que le maintien d'une relation d'amitié avec l'autre parent est le meilleur moyen de maintenir une saine relation coparentale. Vous en dites quoi? C'est vrai? C'est plutôt vrai? Plutôt faux? Qui dit que c'est plutôt vrai? Levez la main. OK. Qui dit que c'est plutôt faux? Juste une personne. OK. Alors, nous, on suggère que c'est plutôt faux. Parce qu'on dit, bon, le développement et le maintien d'une relation de travail sont préférables à la relation d'amitié car il est plus facile de maintenir le respect au sein de ce type de relation-là. Donc, se dégager des émotions, travailler plus comme avec un collègue de travail. Il est donc préférable d'entretenir une relation semblable à celle que nous entretenons avec nos collègues de travail, d'une part parce que l'émotivité prend généralement moins de place
au sein des relations de travail, et d'autre part parce que ce type de relation vous permettra d'établir de nouvelles frontières avec l'autre parent. Ces frontières sont importantes car elles viennent protéger votre nouvelle famille recomposée. Pour développer ce type de relation, il est préférable de limiter les discussions portant sur des sujets personnels et de mettre l'accent sur les sujets qui concernent les enfants, comme l'échange de garde, le bulletin scolaire, les cours de natation, par exemple. Donc, vraiment se centrer sur les enfants. Alors, je termine ici pour peut-être une petite conclusion. Pardon. Alors, c'est un programme qui est le résultat de plusieurs années de recherche en partenariat avec les milieux de pratique. Alors, on a commencé à travailler sur ce projet-là au début de 2014. Alors, on est bien content que ça puisse aboutir maintenant. C'est un programme qui va être mis en ligne au plus tard, en automne 2018. C'est un programme qui répond aux besoins des adultes, qui recompose leur famille et qui continuera, comme je le disais tout à l'heure, à se développer au fil des ans. C'est un programme qui, à notre connaissance, sera le premier de ce type à être mis en ligne gratuitement pour les francophones. Parce que dernièrement, on en a trouvé un autre, mais il fallait payer pour avoir accès aux informations qui étaient dans ce programme-là. Alors, on est très fiers de pouvoir le présenter de façon gratuite à la population, aux intervenants, aux professeurs qui voudraient l'utiliser dans leur formation, peu importe. Nous, on espère que ce sera utile en fait, pour la plupart des gens. Voilà.